Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère, comme d'habitude on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 29. Dans la peur, on perd quelques points, on sent une certaine crainte que les marchés décrochent subitement, le Social Index toujours bloqué à fond sur Up et le Market Order Flow actuellement dans le neutral. On se retrouve demain en live sur Twitch à 22h, je vous souhaite une excellente vidéo ainsi qu'un excellent week-end, c'était Zap Crypto. Bon, la semaine avait plutôt bien commencé avec un marché assez stable, un bitcoin aux alentours des 24 000 $, jusqu'à ce triste vendredi, avec une chute drastique au niveau des 22 000 $ au moment où j'écris ces lignes. Mais les amis, n'oubliez pas, don't worry, be happy. On commence ce journal avec une information très importante concernant Google Chrome. Il est absolument urgent de mettre à jour votre navigateur si vous utilisez Google Chrome, même tous les autres de manière générale. Mais en l'occurrence ici on va parler de Google Chrome car une vulnérabilité 0 day, donc c'est-à-dire qui n'était pas encore connue des développeurs même de l'application, était exploitée et maintenant patchée. Donc une mise à jour de Google Chrome est disponible depuis hier pour justement corriger cette vulnérabilité. Et au total ce sont 11 failles donc qui ont été détectées par la firme Mountain View. L'histoire du web, elle est pas si vieille à l'échelle de l'humanité, puisqu'elle date à peine de plus de 30 ans. Elle a commencé en 1989 avec le développement par Tim Berners-Lee, qui est considéré comme le père du World Wide Web, le fameux 3W. Donc ça, c'était ce qu'on appelait le Web 1. Le Web 1, c'était un support statique qui permettait en fait de présenter des informations aux utilisateurs qui accédaient aux services d'Internet. Autrement dit, tu ne pouvais que lire des informations. Il n'y avait absolument aucune interaction avec le site web. Je rappelle que c'était déjà révolutionnaire à l'époque de pouvoir accéder à toutes sortes d'informations de n'importe où dans le monde, comme un livre géant qui serait accessible à tous. En fait, un site web à l'époque était tellement limité qu'il n'y avait pas d'image, pas d'interface graphique et encore moins d'audio ou de vidéo. Pour te donner une idée de l'ancêtre d'Internet que tu n'as sans doute pas connu, voilà à quoi ressemblait la première page d'Internet. Et avec le temps et l'arrivée des navigateurs web, l'expérience utilisateur était de plus en plus agréable sur le Web 1, mais il manquait malgré tout quelque chose. C'est à ce moment-là qu'arrive le Web 2 pour pallier à ce problème. En 1999, à peine 10 ans après la création d'Internet du Web 1, arrive le Web 2. Pourquoi on l'appelle comme ça? Simplement parce que de toutes nouvelles technologies ont commencé à voir le jour, comme JavaScript, PHP, Java, qui ont permis au Web 1 de passer d'une approche simplement statique à une approche qui commençait à avoir la possibilité d'interagir avec l'utilisateur. Donc avec le Web 2, on pouvait lire des informations sur un écran, mais aussi les écrire directement sur le web. Et à ce stade, on commençait à peine à découvrir des services qui font désormais partie de notre quotidien, comme par exemple Google, Amazon, Facebook, Twitter, WordPress, etc., etc. Le Web 2, tu l'as peut-être compris, c'est le web qu'on connaît aujourd'hui, avec un tas de sites internet qui sont tous plus utiles les uns que les autres. Et on arrive à peine dans l'ère du Web 3. Une nouvelle évolution du web qui nous permet de lire, écrire et enfin authentifier ce que nous écrivons sur le web. Le web 1 et 2 fonctionnaient grâce à un système de centralisation. Le web 3, quant à lui, fonctionne grâce à un système complètement décentralisé. Et c'est là un petit peu toute la révolution du web 3, qui est en fait l'union de différentes technologies comme le web traditionnel, l'intelligence artificielle, la technologie 3D, la réalité virtuelle et le meilleur pour la fin, l'arrivée de la technologie blockchain. Ensuite, sur coinacademy.fr, on va parler d'une grosse menace qui pèse sur le monde des NFT, sur le marché actuel. En effet, pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, on peut très bien louer des NFT. On n'est pas obligé d'acheter des NFT, on peut très bien louer des NFT en collatéral, par exemple, un petit peu comme on fait sur des positions en trading. Et là, le souci, c'est qu'en fait, avec les gros dumps actuels, il y a une grosse menace qui pèse de liquidation sur des gens, en fait, qui ont loué des NFT et qui vont se faire liquider. Et si ça arrive, et ben en fait, ça va engendrer peut-être une perte de environ 55 millions de dollars du coup sur les NFT, parce qu'en fait, ça va faire une cascade. Les gens, en fait, n'auront plus assez en collatéral, donc ça va liquider les NFT, ça va liquider de plus en plus, le marché va baisser, les gens vont avoir peur, enfin voilà. Donc, du coup, ça fait un peu flipper, mais voilà, il y a quand même des notions un peu d'espoir, donc allez lire l'information. Ça peut aussi être un peu manipulé, ce genre de situation, donc
à voir, à checker. En tout cas, voilà les gars, faites bien attention à votre argent. Bien sûr, chacun a son money management, mais sachez qu'on est dans une niche, d'une niche, d'une niche et du coup, tout est risqué, même le projet le plus safe est toujours risqué dans ce monde du Web3. Pendant ce temps, aux USA, on a le CME qui renforce son offre de services crypto. Comme vous le savez déjà, le Chicago Mercantile Exchange propose des contrats à terme sur le BTC et l'ETH adossés au dollar et plus récemment adossés à l'euro. Et visiblement, ces produits sont très demandés par leurs clients, car on apprend que le responsable des produits d'action a déclaré qu'en raison de la demande croissante sur les contrats d'ETH au fur et à mesure qu'arrive The Merge, ils vont lancer des nouvelles options sur ces contrats à terme d'ETH. À savoir qu'il y a quelques semaines, on avait l'Open Interest, c'est-à-dire l'ensemble des positions longues ou short sur ETH qui avait dépassé celle de BTC, et donc on voit ici que cette fameuse fusion d'Ethereum avec le Proof of Stake ne met pas seulement en ébullition la communauté crypto, mais on a également le secteur financier traditionnel qui semble s'intéresser à cet événement historique pour l'écosystème crypto. Bon, mais alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de The Merge? The Merge, c'est un hard fork qui vise à réparer plusieurs lacunes majeures de la blockchain de l'Ethereum. En fait, au début des smart contracts et des applications décentralisées, qu'on appelle aussi dApp, il y avait peu de projets, donc tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais après l'engouement qu'on a connu durant les 3 dernières années autour des smart contracts, et surtout donc l'émergence de nombreux secteurs, comme celui de la finance décentralisée, donc de la DeFi, avec notamment les exchanges décentralisés comme Uniswap, ou encore les protocoles de lending, de borrowing et de stacking, mais également l'émergence des play to earn, des NFT et du métavers. Et le nombre de transactions a littéralement explosé sur la blockchain de l'Ethereum. Il faut savoir que les Ethereum permettent de payer les frais de transaction. Donc à chaque fois qu'un contrat intelligent est utilisé sur une application décentralisée, ça va générer une transaction qui est traitée sur la blockchain de l'Ethereum. Ça veut dire en gros que les mineurs vont traiter les transactions et recevoir en échange les frais de transaction payés par les utilisateurs. Et clairement, la blockchain de l'Ethereum, elle a été victime de son succès. Et ils avaient jamais pensé qu'il y aurait un nombre de transactions aussi élevé et aussi rapidement. Et en plus de ça, les frais ne sont pas plafonnés. Donc quand on sait que les mineurs traitent en priorité les transactions avec les frais les plus élevés, ça crée énormément de problèmes. Parmi ces problèmes, on retrouve notamment l'explosion des frais de transaction qui ont atteint parfois plusieurs dizaines voire même centaines de dollars pour une simple transaction. Mais on retrouve également des transactions qui échouent et donc tu perds littéralement tous tes frais et également une consommation d'énergie excessive à travers le monde avec la multiplication des mineurs et donc de la difficulté de mining. Imagine un instant que chaque transaction de tous les tokens, play to earn, métavers, NFT basés sur l'Ethereum sont traités par la même blockchain. Pour te dire, en 2021, le nombre de transactions de l'Ethereum a dépassé celui de Visa. Et ça, c'est seulement en comptant les tokens les plus importants. On estime qu'il y a eu quelques 11 600 milliards de dollars de transactions. Le résultat, c'est qu'on a vu l'émergence de nombreux concurrents de l'Ethereum qui sont venus chercher leur part du marché. Et la mise à jour The Merge, même si elle va pas changer les frais de transaction ou la vitesse de transaction, elle s'inscrit comme le support principal de toutes ces futures améliorations. Par contre, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va améliorer l'interopérabilité, donc la communication inter-blockchain, et surtout, elle va passer donc la blockchain d'un système de proof of work à un système de proof of stake. Donc littéralement, supprimer le mining et réduire dans le même temps le coût énergétique de plus de 99%. Il y a quelques jours, Galoy annonçait avoir levé 4 millions de dollars pour continuer à développer des services financiers reposant directement sur Bitcoin. Pour rappel ou pour info, Galoy est la société qui avait lancé il y a quelques années le Bitcoin Beach Wallet, largement utilisé à El Zonte, cette petite ville du Salvador donnant sur le Pacifique, connue pour ses pupusas et ses surfeurs et qui a été un laboratoire à ciel ouvert de l'adoption de Bitcoin à une échelle locale. Pour beaucoup, Galoy, à travers son implication à El Zonte, a été un des acteurs principaux de l'adoption de Bitcoin comme monnaie légale au Salvador. Maintenant, Nicolas Burtet, le fondateur de Galoy, que l'on avait eu la chance de rencontrer à Surfing Bitcoin l'année dernière, s'est rapidement aperçu que la volatilité du Bitcoin n'était pas compatible avec les besoins de la population locale. Richard avait fait le même constat lors de son voyage en Centrafrique. En gros, convertir votre épargne en Bitcoin ne pose pas de problème quand vous avez un horizon de plusieurs années. Toutes les personnes ayant détenu des Bitcoins au moins 5 ans ont vu leur pouvoir d'achat augmenter. Par contre, pour de l'argent utilisé au quotidien pour les courses, le loyer ou la scolarité des enfants, ça devient très compliqué. Dit de façon triviale, si Bitcoin perd 20% dans la nuit, comme c'est déjà souvent arrivé, et que vous allez faire vos courses le lendemain, eh bien vous mangez 20% de moins cette semaine. C'est juste pas possible pour les populations vivant au jour le jour. C'est pour cela que le Salvador a par exemple créé le Chivo Wallet. Même s'il a des défauts, son principal avantage est de proposer une passerelle simple entre Bitcoin et le dollar.
On peut critiquer techniquement Chivo autant que l'on veut, mais il faut comprendre que cette fonctionnalité entre Bitcoin et un stablecoin dollar est une vraie nécessité. En tant que bon entrepreneur, Nicolas Berthet a vu un besoin et a donc tenté d'y répondre en proposant un meilleur produit de ce qu'il existe actuellement sur le marché. Et c'est là qu'arrivent les StableSats. Le pitch, donner la possibilité aux utilisateurs de stocker leur épargne en dollars tout en utilisant Bitcoin et le Lightning Network. Là, on voit qu'on a des réglementations qui arrivent. On les connaissait, on les a évidemment documentées à plusieurs reprises. Mais là, c'est le Inflation Reduction Act. Donc, vous savez, hein, c'est l'acte qui est passé la semaine dernière dans lequel, en vue de baisser l'inflation, alors c'est intéressant de savoir de quelle inflation on parle, hein, parce que s'il s'agit du nombre des agents de l'administration des douanes, là pour le coup c'est de l'hyperinflation, puisque cet acte prévoit plus de 87 000 agents supplémentaires. Ouais, c'est complètement dingue. Et une allocation de 80 milliards donc dédiée à le fisc, hein, en gros américain, et donc dans les 10 prochaines années. Et ça, c'est en vue, je pense, enfin pas je pense, c'est ce que dit l'article en fait, d'implémenter ce qui a été décidé dans le Infrastructure Bill. Vous savez, l'Infrastructure Bill, c'est une loi qui a été signée par Joe Biden à l'arrivée de son mandat, au début de son mandat, dans lequel, donc c'est les grands travaux, c'est en gros pour relancer l'économie, hein, c'est un peu un plan à la Roosevelt. Et en gros, l'idée, c'était, on s'était aperçu que les cryptos étaient bien sûr inclus dans cette loi, puisqu'elle parle du financement, évidemment, de ces grands projets. Les revenus générés par les cryptos, hein, je parle de revenus fiscaux, hein, évidemment, pour le gouvernement, a été prévu à hauteur de 27 milliards. Déjà, c'est vous dire le niveau de revenus qu'ils anticipent avec les cryptos. Donc, rien que ça, dans cette loi, ils anticipent une explosion, hein, concrètement, de l'écosystème des cryptos. Donc là, voilà, on n'a pas un beau W, mais bref, on commence à voir une grosse tendance. On est venu chercher directement la zone de rechargement. Donc là, on peut le dire, c'est une masterclass, hein, même regardez. Ici, on arrive 0,382, donc de ce mouvement, on a mis du temps à le casser parce que c'est le premier arrêt, c'est logique. Ensuite, on est venu dans la zone de rechargement et pour pouvoir ensuite repartir to the moon parce que là, c'est vraiment exponentiel. Et en plus, pour vous montrer la puissance et du coup la peur des investisseurs, c'est qu'on a directement recassé donc ce niveau hein, qui était maintenant devenu une résistance, c'était un support, donc les 0,380 de Fibonacci, on les a éclatés, donc il y a quand même une grosse probabilité d'aller casser le dernier plus haut, donc les 109 points. Par contre, si ça se passe ainsi, dites-vous que ça va être un gros carnage sur les marchés. Donc voilà, le Dixie, s'il monte, les indices boursiers vont descendre et ils vont sûrement rejoindre leur zone de rechargement, donc on n'était pas loin, donc on va sûrement y retourner. Et ensuite, donc bien sûr, les crypto-monnaies, ça sera un gros carnage parce que comme vous le savez, il y a beaucoup plus de risques, donc les pourcentages sont toujours beaucoup plus gros, donc on verra sûrement donc le BTC peut-être à 14 000, 11 000, même peut-être 10 000 $, donc ça sera pas très joli à voir. Après attention, je veux pas vous faire peur, ça se trouve qu'on va s'arrêter là, on va dessiner un beau M-top et voilà, ciao bye, hein. Et ça sera la fin de la période baissière, donc du bear market, mais bon, on le saura, je pense, assez rapidement. L'analyse aussi avait encore raison là. Qu'est-ce qu'elle disait, l'analyse? Alors quand je dis ce que je disais moi, mais c'est l'analyse bien sûr, elle disait que, ben regardez là, combien de fois en vidéo ces derniers jours, j'étais là, je vous dis attention, on arrive dans une grosse résistance qu'on a là, et là, ben, après un to the moon qu'on fait depuis 2 mois, la résistance, elle peut picoter. Et là, il y avait 2 solutions. Première solution, c'est tout simplement, on se fait rejeter comme des malpropres et on retourne aux enfers. Et deuxième solution, c'est qu'on éclate la résistance vers le haut, et là, on va to the moon et c'est fini la correction. Et on disait quand même qu'il y avait plus de chances qu'on se fasse éclater. Pourquoi? Tout d'abord parce que le marché boursier, ça fait 2 mois qu'il enclenche une tendance haussière et il n'a pas encore respiré. Au bout d'un moment, il faut bien qu'on respire, hein. On ne monte pas en flèche. Deuxième raison, c'est parce que l'analyse fondamentale, elle est mauvaise. On a une guerre d'un côté, une inflation d'une autre, une récession d'une autre. On a Taïwan qui pue du cul de notre côté. Donc, c'est compliqué aussi. Ça penche en faveur de... On se fait rejeter. Et donc on s'est fait rejeter là, le BTC on s'est fait rejeter, on aurait pu avec le BTC remonter jusqu'aux 27 000 pour être vraiment bien calé, tu vois là, mais bon la charte c'est jamais nickel pile poil tout joli, hein. C'est que dans le monde des bisounours que ça rebondit pile poil sur les trendlines, les trendlines ça nous donne une petite idée, voilà. Donc là on n'est pas surpris non plus qu'on se fait rejeter, je vais pas dire éclater, c'est juste rejeter pour l'instant, ça peut continuer en bas, tout simplement, ou alors ça peut aussi tout simplement faire un petit peu de rouge et bam, ça repart. On ne sait pas. On aura la réponse rapidement. On va aller regarder en weekly parce que c'est intéressant.
Sur le weekly, à contrario, on est sur quelque chose qui est déjà purement baissier, avec de la LS qui est plus ou moins tranquille. On a fait une première incursion haussière, on est en train de s'en servir là comme rebond. Idéalement, c'était aller chercher ce niveau des 33 000, avec un Kumo qui se trouve ici, qui a quand même un gros espacement. Au niveau du Kumo, le Kumo est très très large. Je pense qu'on va avoir potentiellement quelque chose qui va se refermer si on commence à ranger et se rapprocher de là, ce qui serait plutôt positif pour le coup, mais déjà en hebdomadaire, c'est un peu compliqué. Hein. En hebdomadaire, sur du Ichimoku pur, on va plus ou moins se dire que malheureusement, on est encore bien baissier, on mettra beaucoup de temps à être baissier, et qu'il va falloir jouer un rebond potentiel Kumo, avec une continuité baissière, c'est ce qu'on voit régulièrement sur de l'Ichimoku, donc ça sous-entendrait que on aille chercher les 33 000, quelque chose comme ça, les 30 000, 33 000, avant de potentiellement faire baissier, ce qui correspondrait ici à cette zone de travail sur lequel on a eu un travail haussier et avant en fait la crise de liquidité de Celsius, et donc derrière, ben voilà, on travaille ce zone de volume, et ensuite on casse baissier. On a enfin cette pastille bleue, le croisement en D2 moyenne qui sont visées sur 30 et 60 jours par rapport au H-rate. C'est fait, ça y est, on est en bleu et on a la zone rouge qui disparaît pour devenir finalement une zone transparente, mais que je vais appeler pour ma part verte. C'est fait, d'accord? C'est important de comprendre que c'est super important parce que dans cette configuration, pour ma part, je passe boule. C'est-à-dire qu'on va bien entendu inclure ça dans le plan de trading, voire maintenant également par rapport au short qui a été indiqué, le dernier short d'ailleurs qu'on va essayer d'indiquer ensemble, eh bien, comment repositionner cette TP par rapport à ce qu'on lit actuellement. On va regarder ça. De toute façon, le trade est bien pris, il n'y a pas de problème, mais voilà, on va maintenant, à partir d'aujourd'hui, finir et clôturer son trade en short, et après, eh bien, passer sur des trades qui vont plutôt voir la hausse du cours, et donc partir sur le fait que les 17 000 et quelques, hein, c'était ça, c'est 17 500 et quelques, eh bien, sont le bottom. Ici, je vais vite montrer également une vidéo qui date du 25 avril 2022, je vais la remettre là où il faut pour écouter, et le truc, c'est qu'à ce moment-là, j'expliquais pendant 10 minutes de vidéo, en fait, pourquoi le bottom n'avait pas été premièrement connu, voilà, on est vers 11-10, voilà. Pourquoi le bottom n'a bien premièrement pas été connu, et ensuite surtout, quand est-ce que, pour ma part, je passerai réellement boule, quelle sera l'indication pour moi qui est super importante. H-Ribon plus stock RSI, c'est vraiment une pépite ce truc-là, j'en ai parlé pendant cette vidéo-là, vous retournez sur la vidéo du 25 avril et vous le retrouverez et vous aurez toutes les explications, mais c'est une pépite cet indicateur-là. Les deux en tout cas combinés, c'est magnifique. Maintenant ce que je vais faire, c'est remettre d'ailleurs un retour son dans mes tatacs, dans mes écouteurs, et je vais faire play, on écoute ensemble ce que je dis, et surtout en fait c'est la fin de ce que je dis qui explique quand est-ce que je passerai de bear à boule. Du stock, excusez-moi, du H-Ribon, qui est la première zone rouge, et dès qu'elle passera en vert, avec un mois bien entendu, hein, parce qu'on est sur un time frame mois, hein, donc c'est assez long tout de même pour s'exprimer, et dès qu'en fait en mois ça sera clôturé et ça sera passé en vert, signal d'achat, on passera à l'achat de manière agressive pour ceux. Voilà, on va pas écouter plus longtemps, ça sert à rien. Ceux qui veulent écouter la vidéo plus longue, vous l'avez. Mais je le dis bien à ce moment-là, il faut bien indiquer la zone rouge pour pouvoir bien dire qu'on a vécu un crash. Là, à ce moment-là, on n'avait toujours rien, donc on était aux alentours des 39 000. On attendait la zone rouge qui s'exprime un peu, comme on la voit ici précédemment. La zone rouge actuellement a eu lieu, et également, du coup, je dis après, mais dès qu'en fait on passera sur un croisement vert, c'est-à-dire avec la pastille bleue également, ça c'est le bonus, eh bien on passera boule et on commencera à être plus agressif sur sa position de ok, on est boule. Donc on aura moins d'hésitation dans cette direction et dire bah, on est peut-être encore très fortement bear. Là franchement, vis-à-vis de ce qui se passe, vis-à-vis également du décontinued wave, on est en fin de crash si le crash n'est déjà pas fini, d'accord, clairement. Et là, avec ce qui se passe, avec ceci, d'accord, vous voyez ici, pastille bleue plus le croisement, c'est magnifique. On va partir réellement sur, eh bien, maintenant un scénario boule. Non, on peut également parler de ces graphiques. Alors, si vous possédez de l'Ethereum, je vous conseille de rester car vous allez vouloir connaître toutes ces infos. Ce que vous avez ici, c'est le graphe hebdo de l'Ethereum et en bas, c'est le DXY. Le DXY étant l'indice du dollar, si vous ne le saviez pas. Lorsque ceci remonte, alors ça veut dire que le dollar reprend de la force. Et ce que vous pouvez voir, c'est une corrélation extrêmement apparente entre ces deux courbes. Donc, lorsque le dollar remonte, alors l'Ethereum a tendance à en souffrir. Vous voyez cette période juste ici, boum, le DXY recommence à monter. Et pour faire simple, on a relativement toujours l'inverse qui se produit du côté de l'Ethereum, ok? L'indice du dollar rechute et alors l'Ethereum rentre dans une nouvelle course juste là. Ici encore on a un sommet et encore une fois l'Ethereum repart à la hausse alors que le dollar est en train de redescendre. Ici au contraire l'Ethereum trouve un sommet représenté avec la bulle rouge et c'est alors au tour du dollar de se renverser à la hausse. Tout ça pour vous dire que l'indice du dollar a l'air relativement en forme actuellement, on dirait même qu'il est en train d'imprimer un double sommet pour dépasser son ancien ATH. Donc voilà, il faudra juste qu'on garde un œil sur ça les gars, je vous tiendrai au courant à l'avenir. Bien sûr, si l'Ethereum a souvent tendance à donner le rythme pour le reste des altcoins, bah ça voudrait
voudrait dire que si on devait passer par une mauvaise période, alors le reste du marché risquerait d'en pâtir également, donc surveillez bien tout ceci. Le Crypto Total Market Cap, même chose, casse sa Kijun, rentre dans le nuage. La lagging span qui n'a pas de support ici, eh ben elle passe. Voilà, donc le support il est ici, il y a un double support, hein. On a deux niveaux de Kijun ici, donc 971, 946. Si on casse ce double support, ben, on aura la droite de tendance, mais si ça lâche, ben, c'est terminé. Et là, on n'a même pas attendu le twist, on est passé avant. Et quelque chose qui pourrait peut-être faire partie du marketing, mettre les projecteurs sur le jeu Cantina Royale, c'est que les NFT, les Bored Ape, vont être jouables dans Cantina Royale. Il s'agit de ces NFT-là, il y a des stars qui se les arrachent, des acteurs, des chanteurs, des présentateurs télé, des sportifs. Le floor price, le prix minimum aujourd'hui sur OpenSea pour acheter ce NFT, il est de 71 Ethers. C'est énorme. Et il y en a qui s'achètent tous les jours. Hein. Quand on voit l'activité, il y en a un qui a été vendu il y a 2 heures pour 99 Ethers. Ça fait 173 000 $. Bon voilà, c'est pas n'importe qui a ces NFT là. Hein. Faut avoir un sacré paquet d'oseille. Ah, là, il y en a un qui s'est vendu il y a 2 jours pour 1 353 000 $. Bon sang, pour ne pas dire bordel. Et du coup, cette collection de NFT, elle va être jouable directement dans Cantina Royale. Jouable avec des personnages en 3D, ça arrivera prochainement. On peut supposer du coup qu'il y ait un partenariat avec le Bored Ape Club, parce que c'est pas juste Cantina Royale qui fait ça de son côté. Bon, après, peut-être que si. Mais bon, je suppose que ça doit être un partenariat. Si j'étais du côté de Cantina Royale, je serais tenté de payer quelques stars pour montrer sur les réseaux sociaux qu'ils jouent au jeu, pour attirer l'attention du public. Si un Snoop Dogg se met à jouer à Cantina Royale, bon, je dis pas du tout que c'est ça qui va se passer, je sais pas. Mais s'il y a quelques stars comme ça qui se mettent à en parler, ça peut créer une hype. Mais peut-être que ça arrivera pas du tout. Hein. Ne prenez pas ça pour un conseil en investissement, qu'on soit clair. Donc faut voir ce que ça donnera de ce côté-là, et à ce moment-là, s'il y avait de la hype, ce qu'on peut souhaiter, mais qui n'arrivera pas forcément, bah dans ce cas, les 45 CRT que j'aurais gagné là, et vous aussi, bah ça vaudrait sûrement bien plus que ce que ça ne vaut aujourd'hui. Dans ce cas-là, rien que le CRT à 1 $, pourquoi pas? C'est de l'ordre du probable, hein, d'ici peut-être 6 mois ou 1 an, c'est pas impossible. Dans ces cas-là, 45 € pour une semaine, c'est pas si mal. Un petit 200 € en jouant dans les transports, dans le métro ou dans le RER, chaque mois, bah franchement, ça va. Donc vous avez compris, hein, quand même l'intérêt du jeu, c'est peut-être plus au niveau de la rentabilité et de l'argent qu'au niveau du gameplay, comme la plupart des play to earn. Et puis comme autre source de revenus avec Cantina Royale, on n'oublie pas la possibilité de louer ces NFT sur une plateforme de lending et de scholarship programme, donc même sans jouer forcément dans le train comme, ou dans le métro, comme l'exemple que je prenais, bah, il y a la possibilité de louer les NFT et quand même d'avoir un petit revenu. En parlant du secteur traditionnel qui s'intéresse à l'écosystème crypto et blockchain, on a aujourd'hui Epic Games qui va participer au développement du jeu vidéo Torque Drift 2. Mais tout d'abord, Torque Drift 2, c'est quoi? Eh bien, comme vous pouvez le voir à l'écran, il s'agit d'un jeu de course automobile sur la blockchain basé sur un modèle de play to earn, où il sera possible de personnaliser son véhicule avec différents accessoires ou pièces mécaniques au format NFT, et il sera également possible d'offrir ses services à d'autres joueurs. Et je précise que le jeu est toujours en développement par le studio Grease Monkey Games, qui est une filiale de Animoca Brands. Et donc visiblement le jeu intéresse le géant du jeu vidéo Epic Games, qui les a inscrits au programme Epic Mega Grant, qui pourra leur permettre d'obtenir un soutien financier qui variera entre 500 et 50 000 $, sous condition qu'ils prennent en charge Unreal Engine, le moteur de jeu développé par Epic Games. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.